Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour que vous puissiez découvrir mon amie Kate Verhept. Bonjour. Qui a une palette de compétences que j'avais très envie de pouvoir vous partager. D'abord parce que je pense que ça intéresse un grand nombre d'entre vous, donc notamment son domaine de compétences dans l'astrologie, dans le transgénérationnel. Ça, ce sont des domaines dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, évidemment que vous pouvez, suite à cette vidéo, contacter Kate sur les réseaux sociaux, notamment sur son profil Facebook. Tu as une page aussi, je crois, hein. Oui, mais en Kate Verhept, on me contacte. C'est bon. Donc Verhept, ça s'écrit V-E-R-E-P-T. V-E-R-E-P-T. Voilà. Donc pour que tout le monde puisse la retrouver. Donc aujourd'hui, ce dont je voulais que Kate puisse vous parler, vous partager, c'est plutôt par rapport à son lien avec l'invisible, puisqu'il faut savoir que Kate connecte avec, alors chacun les appelle comme il veut, mais connecte avec l'au-delà, donc avec les gens certaines personnes appellent ça leur contact, leur guide, leurs anges gardiens, et puis également les personnes décédées qui peut y avoir dans notre environnement proche, mais pas forcément. Hein, on peut aussi connecter avec des gens qu'on n'a pas connus forcément. Et moi j'ai très envie qu'elle nous parle de ça parce que parmi le public des hauts potentiels, il y a un très grand nombre de personnes qui me contactent en ayant cette problématique en fait de se dire à un moment donné dans leur vie que peut-être ils sont en train de devenir dingues parce que ils ont l'impression d'entendre des voix dans leur tête, parce qu'il se passe des phénomènes plus ou moins inexpliqués ou inexplicables en tout cas. Et donc évidemment ça les touche très fortement parce que de par leur hypersensibilité, de par le fait qu'ils voient bien que les autres ne sont pas comme ça, ils s'interrogent sur leur normalité entre guillemets. Et de savoir s'ils ne sont pas juste fous quoi. Donc je trouvais que c'est intéressant voilà, de leur permettre de rencontrer quelqu'un comme toi euh, qui connecte à ce genre de choses, pour qui ce genre de phénomène n'est pas forcément des phénomènes ne sont pas forcément des phénomènes si bizarres que ça. Et donc que tu nous parles déjà de ton parcours. Donc à quel moment ça a commencé pour toi et comment tu l'as vécu en fait? Alors, ça a commencé quand j'étais enfant, mais je vivais pas forcément les mêmes choses que ce que je vis aujourd'hui. C'était surtout sous forme de prémonition. Je me souviens que quand on allait faire les courses avec ma grand-mère, puisque c'est elle qui m'a élevée, je m'attendais avant de partir à rencontrer telle voisine qui allait nous parler de ça et ça. Notamment, je me souviens d'une fois du décès d'un voisin. Et j'étais toujours surprise que ça se réalise en fait. J'ai fait aussi des remontées dans une vie précédente qui n'était pas forcément agréable et je faisais des sorties de corps. À l'époque, je ne savais pas ce que c'était, mais ça me terrorisait. Et puis, vers l'âge de 7-8 ans, tout ça, ça s'est arrêté. Euh, Comme ça s'arrête souvent à cet âge-là, je ne sais pas bien pourquoi. Sans doute qu'on rentre dans une phase plus raisonnable où on passe par les apprentissages avec le mental et du coup on se déconnecte de, de l'intuition et de notre sensibilité. Mais j'ai jamais été influencée parce que j'en parlais pas en fait. Je sais pas pourquoi j'en parlais pas, mais du coup il y a personne qui m'a dit arrête, voilà tu racontes n'importe quoi donc j'ai pas été influencée, ça s'est fait tout et j'ai oublié et puis j'ai commencé à apprendre l'astrologie, le tarot de Marseille, et là j'ai commencé à rencontrer des gens qui n'avaient pas forcément ces dons-là, hein, même très peu, mais qui étaient ouverts au fait qu'il y avait des voyants, des médiums. On ne parlait pas encore à l'époque de passeurs d'âme, mais il y avait C'est mon chat. des gens qui voyaient les auras, enfin. Et moi, j'étais un peu sceptique. Je me disais, soit effectivement, il y a des gens particuliers qui ont un don, une sensibilité, qui voient, qui connectent avec les inconscients, et puis les autres, c'est des charlatans. Ou des allumés, hein, complètement. Donc, j'ai pas cherché, moi, à avoir ces dons-là, ces capacités, parce que pour moi, c'était très spécifique à certaines personnes.
Et puis à 5 ans, ça m'est arrivé par surprise. J'avais rien demandé à personne. J'arrive dans la région de Mâcon, j'étais toute seule, je connaissais personne, donc je décide de mettre en place des cours de tarot pour rencontrer des gens qui avaient un peu les mêmes centres d'intérêt, les mêmes affinités que moi. Et dans le groupe, il y a une thérapeute qui nous propose d'aller rencontrer une dame qui fait des soins avec l'énergie des Templiers. Donc pour moi, c'était un peu bizarre. J'avais entendu parler du Reiki, du magnétisme, enfin bon, des énergies qui traversent les gens. Mais ça avait quand même une dimension un peu sacrée. Et même si je ne savais pas très bien d'où ça venait, mais là, les Templiers, l'énergie des Templiers, faire des soins avec l'énergie des Templiers, pour moi, c'était des types qui se mettaient une croix sur le ventre pour aller massacrer tout le monde. Donc je ne voyais pas bien ce que ça pouvait avoir de sacré. Et cette dame organisait un samedi matin par mois une séance de prière. Bon, c'est pas trop mon truc, mais comme le groupe était intéressé, pour faire un peu celle qui suit et qui ne veut pas se jouer, moi je ne m'abaisse pas à ces machins-là, c'est vos trucs, mais bon, je suis le groupe. Et on se retrouve dans le salon de cette dame, on était 12-13, et elle commence à faire une prière, on était debout. Voilà. Et puis à canaliser Marie, donc elle sortait voilà, des choses qui, d'après elle, venaient de Marie. Donc moi j'étais très sceptique, bon, ok. Et puis je voyais tout le monde debout, les yeux fermés, concentrés à écouter. Et moi je me dis, ok, je vais en profiter pour faire une méditation. Hein. Et donc j'étais là, les yeux fermés, centrés sur moi. Et d'un seul coup, je sens quelqu'un derrière moi. Donc j'ouvre les yeux, je me retourne, personne, je regarde le groupe, tout le monde était à sa place, les yeux bien fermés. Et je referme les yeux, je me reconcentre, et là je sens une main qui passe dans mes cheveux et on vient m'embrasser. Donc là je sursaute, j'ouvre les yeux, je regarde, personne. Je referme les yeux, je me reconcentre, et là je vois l'image d'un Templier devant moi. Donc je me dis ça y est, je vois un truc, c'est mon imagination. Mais cette image, j'arrivais pas à la chasser. Quand on pense on voit quelque chose, on imagine. Si on veut changer d'image et penser à autre chose, ça passe. Mais là, c'était impossible. Ça restait devant moi. Et je le vois avec son épée bien droite et je le sens venir et aligner son épée sur ma colonne vertébrale. Et là, montée d'énergie. Hein, comme on appelle ça la montée de Kundalini, d'un seul coup, mais j'étais sidérée, je savais pas ce qui était en train de m'arriver, et là les larmes qui se mettent à couler parce que c'était une sensation que j'avais jamais connue, un truc inimaginable, et là je me suis vraiment demandé effectivement ce qui m'arrivait. Et en même temps, je sentais bien que je le vivais, je ne pouvais pas nier ce que j'étais en train de vivre. Et puis, bon, la canalisation se termine et la dame demande de faire fait un tour, demande à chacun d'exprimer ce qui est. Et moi, je laissais les gens parler, je me disais, je raconte ce qui m'est arrivé ou pas. À la fois, je me disais, bon, les gens sont prêts à l'entendre puisqu'ils sont là et c'est qu'ils y croient, mais en même temps, c'était tellement bizarre. Et arrivé à moi, la dame me regarde et elle me dit, tu nous racontes ce qui vient de se passer? Donc elle s'était rendue compte. Donc là, j'étais prise au piège. J'ai pas pu faire autrement que de raconter au groupe ce qui s'était passé. Et là, les gens qui disent, oui, montée de Kundalini, machin, voilà, tu viens d'être connecté par un Templier. Qu'est-ce que je fais avec ce bidule? Ça sert à quoi? Ça va passer, quoi, c'est un truc. Puis quand même, ça me travaillait. Donc je décide d'aller retrouver cette dame pour faire des soins. Et effectivement, j'ai reçu des soins, des trucs, vraiment ça secouait quoi. Et ce Templier se présentait régulièrement pendant nos séances. Et moi, toujours à marcher un peu sur la pointe des pieds, je voyais des choses, mais je disais le minimum à la dame. Parce que je voulais pas que raconter un truc, puis qu'elle me dise oui, moi aussi je l'ai vu. Donc j'étais encore un peu méfiante. Ça te faisait peur quand même? C'est pas que ça me faisait peur, mais je ne voulais pas être embarquée dans un truc. Voilà, et je la connaissais pas plus que ça, et je me disais,
Je veux pas qu'elle me confirme parce qu'elle... Voilà. Donc... Est-ce que tu crois que quand on vit ce genre d'expérience, justement, c'est pas la crainte qu'on peut avoir, c'est déjà la crainte d'être fou, mais en plus la crainte que si on se fait valider là-dedans, on risque de basculer dans un cercle où on n'est plus que là-dedans. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et puis j'avais l'impression qu'effectivement, j'étais encore sur les heures. Peut-être que c'est mon mental qui l'invente. J'étais pas sur le registre, je suis en train de devenir folle parce que j'ai vécu la dépression et j'ai fait un épisode psychotique à l'adolescence. Donc je sais faire la différence de quand on bascule de l'autre côté psychiquement. Et là, je sentais bien que j'étais moi-même. C'est très important ce que tu dis. C'est très très important ce que tu dis. Donc je sentais bien que je perdais pas pied, que j'étais pas dans un délire. C'est-à-dire que quand je voulais pas y penser, j'y pensais pas. Ça me revenait sans que j'en ai envie, mais si je voulais l'occulter, je l'occultais. J'avais pas l'impression que j'étais embarquée dans un truc que je ne contrôlais plus. Donc j'ai continué avec cette dame et du coup je lui disais j'ai vu qu'effectivement le Templier était là, et puis là elle me disait voilà, moi j'ai vu ça, j'ai compris ça, et là je me rendais compte qu'elle voyait, qu'elle entendait la même chose que moi. Donc ça m'a validé effectivement que c'était pas mon imagination. J'ai jamais vraiment pensé que j'étais folle, mais je me pensais que peut-être, parce qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas bien dans ma vie, c'était une forme de fuite, de se construire une seconde, une vie parallèle dans sa tête pour essayer d'aller mieux, d'imaginer qu'il y avait des choses qui m'arrivaient. J'ai jamais pensé que j'étais en train de devenir folle, mais que peut-être j'étais en train de construire ça pour avoir une espèce de fuite dans la réalité, non pas dans un aspect psychotique, mais plutôt névrotique. D'accord, ouais. Ça aussi c'est hyper important, parce que c'est vrai que quand ça arrive aux gens, une fois, deux fois, il y a 12 000 questions évidemment qui viennent dans leur tête. La première, c'est évidemment ça, est-ce que je suis dingue ? Si en plus ils font partie, et c'est souvent le cas, des gens qui a priori ça les intéresse pas forcément plus que ça, il y a une espèce de rejet qui se fait. Et si ça arrive effectivement à un moment, et ça c'est hyper important que tu le dis, je te remercie, à un moment où les gens vont pas bien, parce que on a tous des moments où on va pas bien. Si en plus ça arrive à un moment où on va pas bien, c'est vrai que c'est hyper important d'entendre ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que on est effectivement en capacité à croire qu'on se raconte des histoires finalement pour se protéger, pour adoucir les choses qui vont pas bien dans notre vie. Et donc comment tu arrives à faire, du coup là, c'est la suite, comment tu arrives à faire la différence entre non, je me raconte pas des histoires, je suis vraiment en train de le vivre. Alors en fait c'est que j'ai mis en place, j'ai envie de dire très vite, c'est-à-dire que j'ai été quelqu'un, une enfant très contemplative. C'est vrai que j'avais cette tendance-là à... j'étais là, d'ailleurs les gens me disaient, mais en fait t'es à côté, mais t'es jamais avec nous. Parce que j'étais présente physiquement, mais dans ma tête, je vivais complètement autre chose. J'étais dans l'imagination totale. Et j'ai pris conscience de ça quand j'avais une trentaine d'années, que j'allais vraiment pas bien, et que j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui pratiquaient la méditation. Et je me suis mise à la méditation. Et j'ai appris à prendre de la distance entre ce qui se passait dans ma tête, voilà, et j'ai compris en fait que je ne vivais pas réellement, que j'étais dans la vie sans y être. Et toute cette phase de travail en méditation m'a appris à me centrer, à comprendre que j'étais là. J'ai aussi me suis formée en thérapie psychocorporelle et notamment en massage, ce qui m'a appris à redescendre dans mon corps, et ça c'est hyper important. C'est vraiment de revenir à se sentir dans son corps. C'est de se sentir dans son corps qui fait qu'on peut se dire non, je ne suis pas en train de délirer, parce que le délire va avec une déconnexion, une décorporation. Donc quand on est capable de revenir en soi, de sentir sa respiration, de sentir si on a une douleur, une tension, etc., là c'est un signe qu'on n'est pas en train de devenir fou. Il y a juste quelque chose qui se passe dans notre hypersensibilité,
et que effectivement on peut assimiler à un délire du mental. Et revenir dans son corps, la méditation permet justement de prendre la distance avec ce qui se passe dans le mental. Et c'est ce qu'on appelle la conscience. C'est-à-dire qu'à un moment, on se rend bien compte qu'il y a une part de nous qui est là, qui est dans le corps, qui observe ce qui se passe dans le mental. Et quand on arrive à entrer dans ces moments-là, on se rend compte que les messages qu'on reçoit, ils viennent dans la conscience, c'est-à-dire dans l'observateur. C'est pas le mental qui est en train de partir fou, c'est pas lui qui l'entend. Et c'est là aussi qu'on arrive à faire la différence entre les messages de notre mental et les messages qu'on reçoit. Ça, c'est un exercice que je fais encore maintenant parce que pratiquement tous les soirs, j'ai mon rituel avec mon carnet et je me connecte et je dis qu'est-ce que vous avez envie de m'envoyer comme message. Et quelquefois, ça va tellement vite et notre mental, surtout quand on est à haut potentiel, on a le mental qui démarre à toute vitesse. Et du coup, il y a des fois, ça fait des interférences et je dis mais c'est moi qui pense ça? C'est mon mental qui est en train de finir la phrase ou c'est bien ça? Et là, juste, je me repose comme en état de méditation. Je rentre dans mon corps, enfin je m'installe dans mon corps, dans ma respiration, dans mes sensations. Je regarde quelques secondes le mental et là, whoop, le message revient et je sais que ça vient de la conscience et que c'est pas mon mental. Donc si vraiment j'ai un conseil à vous donner, si vous posez des questions sur est-ce que je suis en train de devenir fou, passez par ça. Et c'est quelque chose qui est hyper important parce que ça a été dans les canalisations qu'on a reçues via Laurent Marchand et dans un échange que j'ai eu avec une autre personne, le guide qui disait pour entrer dans la spiritualité, on pense toujours qu'il faut s'élever. Donc du coup, ça nous fait passer par le mental. Et du coup, on ne fait plus la différence entre le mental et le message qui vient de la conscience. Alors que c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut redescendre. Il faut redescendre dans le corps pour justement ne plus être embarqué par le mental et être dans la perception que c'est bien la conscience et non pas le mental qui nous envoie dans la folie. D'ailleurs, qu'est-ce que font toutes les traditions spirituelles dans la méditation, la prière? Si on revient d'abord dans le corps et après on élève, on s'adresse à la conscience. Mais on va d'abord dans le corps. Dans toutes les traditions, c'est comme ça. Le piège, c'est de penser qu'il faut quitter le corps et se connecter là-haut. Et là, on peut très vite se faire embarquer par le mental et avoir l'impression qu'on devient fou. Et pour un haut potentiel, en plus, le fait de connecter à lui-même, déjà à son propre corps, au présent, enfin, ça fait vraiment partie des choses qui sont très très compliquées. On le voit, on a avec cette pensée arborescente cette capacité à être très très connecté en permanence avec le passé, avec le futur, enfin, une espèce de ligne de temps un peu multiple. Mais finalement, le présent, c'est peut-être ce qu'il y a de plus compliqué. Et du coup, quand tu parles de se connecter à son corps, d'être vraiment, de ressentir finalement cette vivance, quoi, et que ce qui se passe, c'est réellement en nous, c'est hyper important. Parce qu'effectivement, pour les gens qui vont vivre certaines expériences ou qui les ont vécues, ça va leur permettre véritablement de porter un regard dessus qui soit très juste et de faire la différence entre ce que tu dis, quoi, le fait que voilà, le mental peut partir, mais pour tout le monde, je veux dire, dans des délires, des choses, bon, et le fait que ce soit réellement des messages de connexion à l'invisible. On va faire des ellipses parce qu'évidemment on n'aurait pas le temps. Moi, il y a deux choses que j'aimerais qu'on puisse voir ensemble. Alors déjà, je profite qu'on a du public pour te faire une demande. J'adorerais qu'on se retrouve à nouveau pour un direct toutes les deux. Je sais pas, on organisera ça. Est-ce que tu penses que c'est envisageable, par exemple, qu'on se reconnecte un jour et que la proposition soit la suivante, que les gens arrivent avec des questions, par exemple, et que tu puisses connecter pour voir s'il y a des réponses pour eux, des choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait faire?
Oui, Oui. oui. On ferait pas, ça serait pas un truc qui dure 2 heures, hein, ce serait peut-être une petite heure de connexion pour que les gens, en fait, parce que je crois que c'est ça aussi, c'est que euh, moi je sais la valeur du travail de Kate et de ses connexions pour l'avoir expérimenté. Mais je crois que pour que vous puissiez vous rendre compte vraiment que vous touchez du doigt, mais très très fort, quoi, l'impact que ça peut avoir, je crois que c'est vraiment ça, c'est que les gens puissent se rendre compte de ce que tu es en capacité à leur envoyer en fait. Est-ce que tu validerais quelque chose comme ça? Oui, oui. Mais au-delà de mes capacités à moi, c'est que c'est peut-être aussi vous enlever la peur de communiquer avec ces mondes-là. Alors, je vais aussi, je vais faire un jeu de mots, mais on ne va pas tomber dans l'angélisme. Euh, il n'y a pas que des gens bien là-haut. C'est comme en bas, il n'y a pas que des gens bien. Donc effectivement, on peut aussi être quelquefois en connexion avec ce qu'on appelle des entités, hein, qui sont passées, enfin qui ont peut-être eu des expériences d'incarnation pas très sympathiques et qui du coup ont emmené des énergies de l'autre côté et n'ont pas fait le travail d'évolution de l'autre côté qui fait qu'ils restent dans des strates et ils viennent chatouiller les vivants avec des intentions qui ne sont pas toujours les bonnes. Alors je ne voudrais pas vous faire peur, il faut savoir que ça existe. Vous allez, si vous les contactez, vous allez vous rendre compte très vite parce que autant on se sent bien avec des contacts avec des êtres de lumière, autant avec les entités, on ne se sent pas bien, on peut même éprouver la peur. Donc ne vous effrayez pas non plus, c'est pas Poltergeist ou l'exorciste, hein. Ça arrive très très rarement, il y en a, mais ça arrive très très rarement. Mais vous pouvez effectivement vous trouver avec des entités pas très sympathiques, mais il y a des protections. Il suffit de demander, hein, il y a plein d'entités, enfin d'êtres de lumière qui sont à notre disposition et qui peuvent vous demander à être protégés. Vous imaginez un globe de lumière qui vous tombe dessus. Vous appelez l'archange Michael qui va venir couper avec son épée. Il y a Marie, vous pouvez appeler tous les saints, tous les archanges, tout ce qui est dans la lumière, vous pouvez l'appeler et demander à ce qu'on éloigne de vous ces entités. Donc il ne faut pas non plus avoir peur. C'est un monde qui nous entoure de toute façon, des entités, des gens des esprits, ils sont tous autour de nous. Mais ça ne veut pas forcément dire que si vous ouvrez la porte, c'est eux qui vont s'engouffrer les premiers. C'est pas vrai. Vous allez surtout recevoir des messages des gens, des êtres de lumière. Et on est vraiment dans un passage où nos vibrations s'élèvent et du coup l'écart entre nos vibrations et les leurs c'est complètement rétréci et continue à se réduire. Donc on est en connexion sans s'en rendre compte tout le temps avec eux, mais ils ne se manifestent que s'il y a un besoin. Je pense que quand ça nous arrive, ça nous tombe de vue, c'est mon interprétation. Moi, je pense qu'il y a un contrat d'âme. C'est-à-dire que l'âme a besoin que ces connexions se mettent en route parce qu'elle a quelque chose de spécial à faire. Puis il y a des gens, s'ils ne vont pas le chercher, ça ne leur arrivera jamais. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible pour eux. Tout le monde est capable de le faire maintenant parce que toute la vibration de l'humanité est en train de monter et que du coup, on peut accéder à ces vibrations qui sont plus hautes. Donc, n'ayez pas peur d'ouvrir la porte. Je vais dire, le risque de rencontrer des entités pas très sympathiques, il est minime par rapport à tout ce que vous pouvez imaginer de contact avec les êtres de lumière. Maintenant, il y a aussi ce contact avec les êtres de lumière, il est parfois tellement intense, tellement beau, tellement extraordinaire que on peut refermer la porte de peur. Parce qu'on est tellement habitué à vivre des choses moches, à être dans la colère, à subir la colère des autres, à être rabaissé, à rencontrer des obstacles, que ça au moins on connaît. Et que d'un seul coup, de recevoir quelque chose qui est magnifique,
eh bien, il y a tout notre ego qui peut venir nous raconter je ne le mérite pas, voilà, et qu'on peut être tenté de refermer. Donc ça, c'est un travail important aussi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque, à l'inverse, hein, justement, de se rendre compte que quand on connecte, bah, effectivement, on reçoit une telle intensité d'amour, enfin, c'est tellement puissant finalement ce qu'on reçoit. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque de plus vouloir sortir de ce truc-là et de se laisser enfermer? Je crois que c'est Laurent Marchand, justement, on parle souvent de Laurent Marchand, excusez-nous. C'est notre référence. Qui disait qu'il y a des gens qui sont même plus dans le spirituel, ils vivent que là-dedans, quoi. Ils mangent enfin, à un moment, ils ont même plus de vie, quoi. Est-ce que le danger, c'est pas ça, finalement, de s'enfermer là-dedans? Alors, il y a deux dangers. Il y a celui qui est l'orgueil spirituel, c'est-à-dire se dire, bah, moi, je connecte. Je vois des archanges, machin, des saints, donc les autres les voient pas, donc je suis mieux que les autres, et de vouloir jouer le sauveur auprès des autres. Hein, moi je sais, je vais te soigner, donc ça c'est le risque. Et le deuxième risque, c'est de vouloir s'enfermer, effectivement, de dire, ben moi je suis dans la spiritualité et le matériel, mais je crois que le piège il est moins grand qu'avant. C'est-à-dire que effectivement, moi j'en ai rencontré depuis une trentaine d'années des gens qui méditaient, qui faisaient du yoga, machin, et il y avait beaucoup d'entre eux qui tombaient dans ce piège-là. Moi, le matériel, machin, ça m'intéresse plus. Et moi, je suis dans la spiritualité, et voilà, et je suis au-dessus des autres. Moi, j'ai nettoyé ma névrose parce que je fais de la méditation. Et en fait, je trouve que j'en rencontre de moins en moins. Je pense qu'il y a quelque chose qui fait que c'est tellement mélangé maintenant. Ils sont tellement... quand je dis ils, c'est ceux qui sont dans l'invisible qui devient de plus en plus visible. Ils sont tellement présents avec nous que je pense qu'il y a quelque chose qui se met en œuvre que, à part certaines personnes, on n'a plus besoin d'être là-dedans. Parce qu'effectivement, les gens auparavant, il fallait entrer dans la méditation, il fallait avoir une pratique soutenue pour avoir des états de conscience, parce que ces gens-là ne connectaient pas, en fait, ils ne parlaient pas aux archanges, c'est simplement qu'ils étaient un peu mieux dans le corps et qu'ils étaient à la recherche de l'éveil, comme on le décrivait, si je fais de la méditation, je vais devenir Bouddha. Donc, ils pensaient qu'effectivement, il fallait se couper de la matière pour entrer dans la spécialité et être un être éveillé. Or maintenant, en fait, on se rend compte que les gens qui sont tout à fait dans la matière connectent. Il y a les archanges qui sont là avec eux. Vous allez au supermarché, vous avez un archange dans votre caddie. Voilà, donc je pense que le piège de ce côté-là, il est moindre qu'il ne l'était avant. Par contre, reste ce piège de même avec la meilleure volonté du monde, de croire que parce qu'on a ces talents-là et que les autres on ne les a pas, de vouloir sauver, de vouloir donner des soins, de vouloir sauver le monde et d'aider les autres et d'entrer dans ce piège-là. Il y a un gros risque de ce qu'on appelle l'ingérence. C'est-à-dire que par exemple, tu reçois, je ne sais pas, un message qui te parle de quelqu'un d'autre que de toi. Comment tu gères ça? C'est-à-dire, est-ce que tu t'autorises à aller en parler à la personne? Parce que c'est quand même la question de se dire pourquoi je reçois ce message-là s'il ne m'est pas adressé. C'est pour que je sois le messager ou c'est quoi? Comment ça Alors, se c'est gère? vrai que c'est difficile à gérer parce que quand on dit mais pourquoi c'est moi qui l'ai reçu, en général, ils ne répondent pas. Donc, moi je dirais il y a deux choses. Il peut y avoir un cas extrême, c'est-à-dire que la personne est en danger. Voilà. Et que peut-être qu'ils ont envoyé des signaux à la personne et qu'elle ne les a pas entendus parce qu'elle ne s'attend pas à avoir des signes comme ça. Hein. Et du coup, on passe par vous pour peut-être aller dire qu'elle risque, effectivement. Donc après, c'est marcher, parce qu'on n'est jamais sûr de ce qu'on a compris, pourquoi, le sens que ça a. Donc après, c'est peut-être passer un coup de fil à la personne, demander, je ne sais pas si on parle d'une maladie ou d'un accident, tiens, tu fais quoi ce week-end, voilà, sois prudent sur la route, pour alerter la personne que peut-être elle va avoir un signe
au moment de partir, une intuition, quelque chose, et elle va se souvenir. Ben, c'est vrai, on m'a dit voilà, que ça s'incruste à elle, et après, elle en fait ce qu'elle veut. Bon, une maladie, c'est pareil. Tiens, tu vas bien en ce moment? T'es pas trop fatigué? Ben si, justement, j'ai des douleurs, machin. Oh ben, t'as pensé à consulter? Voilà, ça fait longtemps que t'as pas fait une prise de sang. Voyez. Mais on ne dit pas à la personne le message. Parce que vous prenez un risque de l'affoler pour rien et on ne sait jamais, on sait jamais. Mais c'est vrai que c'est délicat, on ne sait pas pourquoi on reçoit des messages. Hein. Juste avant la vidéo, je parlais à Cathy d'une amie à moi qui reçoit des messages la veille quand il va y avoir un attentat ou une catastrophe genre Fukushima, où il y a un type qui va se suicider dans un avion. C'est quoi, ça veut dire quoi suicider dans un avion? Bon, ben, le lendemain, il y avait ce pilote allemand qui s'est craché avec l'avion complet. Ça sert à quoi? C'est ça. Ça sert à quoi? Donc il y a des choses qui nous échappent complètement. Après, il peut y avoir des messages qui ne sont pas aussi flippants. Hein. Ça peut être simplement un conseil ou cette personne, voilà, elle devrait... mais en même temps, la personne, elle ne vous a rien demandé. Elle vous a rien demandé. C'est ça. Donc, c'est pas à nous, parce que sinon, là, on risque effectivement de rentrer dans l'ingérence, dans le pouvoir sur l'autre. Donc, si ça passe, peut-être qu'elle l'aura par un autre biais, et peut-être qu'elle vous parlera dans une conversation. Tiens, j'ai vécu ça et ça va faire un lien à vous. Peut-être j'ai reçu un message qui disait ça, peut-être ça te parle. Mais quand vous livrez le message, vous ne faites aucune interprétation. Et toi, quand tu as les messages, en fait, alors, il y a deux types de messages, en fait. Il y a les messages qui t'arrivent que tu n'as pas demandé, en fait. Et il y a aussi des messages que tu demandes, enfin, où tu poses vraiment des questions. Oui. Et c'est mon petit rituel du soir. C'est ça. C'est-à-dire que soit j'ai des questions vraiment précises, auxquelles ils répondent. Bon, faut pas s'attendre à qu'ils vous disent un mode d'emploi, ils nous donnent un mode d'emploi. Hein. Il peut donner des idées. Oui, ils ne vous donnent pas non plus les numéros du loto. Voilà, non, des choses comme ça. Mais, et puis quelquefois, c'est vraiment une question verte, quoi. Vous avez un message pour moi, voilà, ou pour le monde. Alors après, effectivement, on peut recevoir des messages qui s'adressent à tout le monde, qui ne sont pas forcément pour une personne en particulier, mais qui s'adressent à tout le monde. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que on termine sur un tout petit truc. Kate, est-ce que tu penses que c'est possible de demander à tes contacts, est-ce qu'ils auraient un petit message qui s'adresserait tout particulièrement à mes petits hauts potentiels? Je dis mes petits hauts potentiels parce que j'en ai des plus âgés, mais j'ai quand même un gros pourcentage de hauts potentiels qui ont la trentaine et qui sont très fortement en contact avec moi. Et je pense à eux très fort, particulièrement pour cette vidéo. Est-ce que tu crois que tes contacts auraient un petit message qui pourrait vraiment leur être destiné? Alors pendant que tu parlais, c'est déjà arrivé. Hein. Donc la question, elle était pertinente. Donc le message qui m'est venu, c'est... alors je vais essayer de retrouver parce que du coup, ça passe tellement vite que... Alors peut-être vous allez